Alors on est de retour ici à Caen pour la partie numéro 2, donc dans un lieu bien connu des Normands et des Canets, à l'esplanade de l'Hôtel de Ville. En 1999, tu deviens entraîneur national à l'INSEP. Oui. Peux-tu nous expliquer en quoi consistent tes missions à cette époque et quels souvenirs tu en gardes? En 99, j'étais en fin de contrat avec Le Havre, donc j'avais fait 5 ans. Je suis en train de tractation pour essayer de trouver un autre club de Pro B. Au moins, Jean-Pierre de Vincenzi m'appelle et me propose le poste d'entraîneur des juniors, si tu veux, c'est-à-dire les garçons du centre fédéral de l'INSEP. Moi, c'est vrai qu'en tant que formateur, me retrouver dans le haut lieu du basket français de la formation, en plus sur les traces de mon ancien mentor, Michel Rat, qui avait été mon professeur à l'UFR Staff de Caen, j'ai accepté de bon cœur, parce que je trouvais que c'était aussi un nouveau challenge, et puis ça me permettait d'avoir vraiment entre les mains les meilleurs joueurs français. Donc effectivement, j'ai été en charge de l'équipe junior. Donc à cette époque-là, le centre fédéral n'avait qu'une seule équipe. D'accord. Depuis après, en 2004, il y a eu une refonte. On a agrandi un petit peu et il y a eu une équipe U18 et une équipe U16. D'accord. Mais à l'époque, il n'y avait qu'une seule équipe. Et donc ça s'est étalé sur 3 années d'âge. Il y avait donc Boris Dio. Boris Dio était déjà comme ça, aussi polyvalent à l'époque. Oui, alors c'est rigolo avec Boris parce que moi j'arrive, j'ai jamais travaillé dans la fédération. Je me retrouve avec une équipe où en fait les seuls meneurs de jeu, puisque Tony étant parti au dernier moment, mon collègue Lucien Legrand n'avait pas fait vraiment un recrutement de meneurs de jeu. Alors il avait pris 2 jeunes qui sortaient de Minimes, mais voilà. Donc quand j'ai organisé les premiers matchs amicaux, et j'ai dit, oh là, il y a un problème là, les jeunes ils vont pas être prêts encore pour la National 1. Donc j'ai convoqué 3-4 joueurs, j'ai avoir besoin d'un meneur de jeu. Et là tout de suite, Boris m'a levé la main, il a dit moi. Je dis ah bon, parce que j'y pensais un petit peu, mais enfin bon, c'était pas lui auquel j'avais pensé nécessairement en premier. Il m'a dit moi. Je dis oui, pourquoi? Elle me dit parce que moi, mon joueur préféré c'est Magic Johnson. Donc Magic Johnson, grand meneur de 2m04. Lui il avait le profil, c'était vraiment le Magic Johnson français. Donc on est parti là-dessus, ça a été une super année. Il a fait une très bonne saison en National 1 en tant que meneur de jeu. Et puis je pense que ça l'a aussi aidé aussi dans sa carrière après, de par en NBA, on voyait aussi la vision il avait une vision du jeu, une qualité de passe extraordinaire quoi. C'était une première pour moi et je ne regrette pas parce que je pense que c'était un bon défi, et pour lui et pour moi. J'imagine. Et tu nous as parlé de Tony Parker. Qu'est-ce que tu as vu en lui à cette époque? Il y avait quelque chose déjà d'un peu une aura comme ça autour. Alors j'avais eu la chance de le croiser quelques années avant parce qu'il est de Rouen, Tony, donc il était venu avec la sélection de Haute-Normandie pour faire un match amical contre les cadets de Saint-Thomas Basket. Et je me rappelle parce qu'on était comme toi avec Vincent Collet. On était là avec d'autres joueurs, on regardait les matchs, et là on était subjugués par un petit gamin. Je l'ai retrouvé quelques années plus tard, j'ai suivi sa carrière, j'ai eu la chance de le coacher une année en équipe de France des moins de 20 ans. Quel regard tu portes à son côté entrepreneur, tout ce qu'il arrive à réaliser, même hors basket, et pour le basket, avec l'ASVEL, etc. Je suis admiratif de toute la carrière qu'il a pu faire, et surtout cette volonté aussi de redonner basket. Parce qu'il a quand même donné beaucoup à l'équipe de France dans des années où c'était pas toujours facile. Quand on a eu besoin de lui, je sais plus en quelle année où ça s'était mal passé, et il est revenu. Je vais te donner une photo. Alors tu as une photo du coup au recto Inno Verso. Ah d'accord. Voilà. La photo, c'est le titre de champion d'Europe en 2006 à Amaliada en Grèce. Donc la génération U18, avec notamment Nicolas Batum, qui était notre capitaine. Qui est MVP, il me semble. Et qui est MVP. MVP, exactement. Donc un autre Calvadosien. Un autre Calvadosien, joueur de Pont-l'Évêque, qui a joué aussi au CVC. Bah oui, souvenir splendide. D'autant que ce championnat d'Europe avait très mal commencé pour nous. Je ne sais pas si on n'avait pas la seule équipe française à avoir gagné ce tournoi de Mannheim, qui était une sorte de championnat du monde avant l'heure, qui était un tournoi très relevé et qu'on a gagné invaincu en plus. Donc on était vraiment l'équipe à battre. Belle dynamique. On était l'équipe à battre, que tout le monde nous voyait forcément très haut. Et quand on est arrivé là-bas, on a gagné le premier match de 36 points contre la Croatie, heureusement, parce que ça nous a mis à l'abri au niveau après du goal average. Et puis après on a enchaîné des défaites. Voilà.
pour ensuite remonter, repartir de bas, parce que je me rappelle, on avait un match coup près, c'était le 8e de finale contre la Grèce, en Grèce. Et là, on a fait un match magnifique, on a dû gagner de 40 points. Quel souvenir tu gardes de ces garçons-là, cette génération-là? On peut voir au verso, si tu tournes. Ça, c'est Joey Cassius qui s'est investi dans le basket parisien. Alexis Aginsa, que j'ai revu, que je revois de temps en temps, ou sur Facebook. Voilà, je sais un peu ce qui devient. Et puis tous les autres aussi. Olivier Romain, qui a été ici joueur. Ici cette année. Mamadou Mbaye, Jesse Bégarin, qui fait une très très belle carrière aussi, qui n'était pas un joueur, était plutôt un joueur de l'ombre à l'époque. Kim Tilly aussi, très belle carrière, c'était magnifique. J'ai vu dans une autre interview que tu disais que le centre fédéral, c'était comme un grand vin. Il y a des années meilleures que d'autres, voilà. Mais il y a quand même toujours des bons joueurs. C'est ce que disent toujours dans les grands châteaux, dans les grands trucs passés. On dit toujours que de toute façon, il faut une certaine stabilité, mais effectivement, il y a des grandes années, des mauvaises années. Mais dans les pires années, il faut qu'ils soient très bons. En 2007, vous jouez la Coupe du Monde du 19, c'est ça, si je ne me trompe pas. Ouais. Et là, en demi-finale, vous rencontrez les États-Unis. Exactement. Parle-moi de cette rencontre et aussi par la même occasion des joueurs qui étaient sur le parquet. Il y avait Stephen Curry entre autres, après il y avait DeAndre Jordan. Alors j'ai vu qu'il y avait Michael Beasley, Patrick Beverley, Michael Beasley qui était vraiment le gros joueur. DeAndre Jordan aussi notamment. Qui avait joué aux Lakers, etc. Non, il y avait une belle génération. Et on a été devant quasiment tout le match. Justement, ils nous ont, par leur physique, je me rappelle notamment DeAndre Jordan au rebond offensif, qui vient nous prendre des ballons par-dessus et qui reviennent comme ça et qui nous battent sur le fil. C'était une grande déception parce que jusqu'au bout, avec mes collègues, on était là et on vivait le match, bien sûr, sur le banc et on coachait. Et je disais, ça va le faire les gars, ça va le faire. On va y arriver. Et puis, je sais plus, dans les 2 dernières minutes. Ça jouait à des détails. En tout cas, on a joué vraiment les yeux dans les yeux avec eux. Et de reste, cette année-là, ils sont pas champions du monde. C'est les Serbes qui les battent en finale. Dans une interview, tu parlais de ton attachement aux relations humaines avec tes joueurs et de l'importance justement de l'aspect humain. Est-ce que cet attachement-là, il est encore plus important lors de justement des défaites comme ça? Enfin, avec tout le monde, bien sûr, mais plus avec des joueurs adultes, parce qu'on sympathise pas de la même manière avec des adolescents, c'est normal, il faut garder, même si je suis toujours assez proche, mais il faut garder une forme de distance quand même, ce qui est logique. Avec des adultes, c'est un petit peu différent. C'était un vrai plaisir d'avoir des bonnes relations qui aillent en dehors du cadre du basket et qui perdurent toujours aujourd'hui, du reste, avec 40 ans après, quoi. C'est fabuleux. À chaque fois que j'avais des résultats, j'y pensais. Je me dis, bon, avec ton management, tu es quand même capable de gagner. La preuve, tu es capable d'aller chercher des titres, tu es capable de tenir une équipe en Pro B, avec un management qui est un management, on va dire, humaniste. Quand il faut se dépouiller sur le terrain, on peut aussi penser que la personne va dire, ou si ça se passe mal, il va dire quand même, on n'est pas trop bête, il y a quand même derrière quelque chose qui est important, il me respecte en tant qu'humain. Le 3-3 m'a plu pour ça aussi, pour ces relations humaines qui sont vraiment différentes. Alors on n'est pas dupes, des fois c'est difficile. En tout cas, le conseil que je pourrais donner, c'est faites avec votre personnalité. N'essayez pas de copier un autre qui n'est pas vous, faites avec ce que vous ressentez vous-même. Et le discours sera plus naturel. Voilà. Et les gens vous apprécieront comme vous êtes, ou pas, mais en tout cas, gardez le cap, soyez naturel. Et faites ça comme vous le sentez vous. Est-ce que tu peux justement nous parler de vraiment les tout débuts, l'idée de base, quel chantier en fait ça a été du coup, et quel objectif vous aviez aux prémices à cette époque? Alors, moderniser le 3-3 qui existait sur les playgrounds, etc. Mais le moderniser, faire vraiment avec des grosses compétitions internationales. Et il m'a dit, le secrétaire général de la FIBA, qui était Patrick Baumann, c'était son bébé à lui, le 3-3. C'est lui qui l'a fait. Donc il voulait vraiment le porter haut et il avait l'objectif que ça devienne un terme olympique. Il ne s'avait pas trompé. Le DTN m'explique tout ça. Il me dit, écoute, voilà. Par contre, il me dit, tu n'auras pas beaucoup de moyens, mais il faudra que tu fasses le mieux possible en termes de résultats, parce que on est quand même la France et il faut pas qu'on se plante. Je lui ai dit oui, pas de problème, je fonce parce que ça me plaît, parce que c'est un défi, parce qu'il faut construire. Et ça me plaît. En plus, à part me dire que j'ai pas beaucoup d'argent, il me laisse faire. D'accord. Il me laisse faire, donc t'as clé en main. Ouais, j'ai clé en main et j'imagine ça, notamment pour le haut niveau, à ma manière. Prenant en compte qu'il y aura des compétitions qui seront masculines et féminines.
Donc, comme je suis le seul à l'époque, je suis là pour m'occuper à la fois des filles et des gars. Il faut trouver un management. Donc, ça part du principe qu'on va de toute façon travailler ensemble. Moi, j'ai pensé à l'athlétisme. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de prendre un peu cette idée-là. Les compétitions, on part ensemble, ils s'entraînent ensemble. On voit les filles, les gars qui s'entraînent, les courses, les sauts, les lancers, etc. Et ça perdure. À quel moment tu t'es dit, ça y est, le 3-3 c'est enfin lancé? J'imagine déjà le fait que ça devienne une discipline olympique, ça a aussi poussé tous les acteurs à peut-être encore plus mettre de moyens. Donc 2012, on se prépare et on fait la première Coupe du Monde senior qui a lieu à Athènes, en Grèce. Et là, je suis sous le charme. En termes de cohésion de groupe, les joueurs se font plaisir sur le terrain. Il fait une chaleur comme aujourd'hui. Ouais. On est en plein cagnard sous l'Acropole. Les joueurs sont épuisés parce que c'est une nouvelle discipline, ils n'ont pas l'habitude. On sort de là, on est ravis. Et là, je me dis, mais cette discipline est magnifique. J'allais à fond là-dedans, que ça me correspondait bien D'accord. à ma mentalité. J'aimerais beaucoup qu'on parle de l'épisode Tokyo. Est-ce que tu peux nous en parler? Tes premiers Jeux Olympiques, du coup, Oui. dans des conditions particulières. Avant ça, j'ai vécu les Jeux Olympiques de la jeunesse en Chine, ensuite en Argentine, 4 ans après. J'attendais effectivement les grands jeux, quoi. Et malheureusement, ça a été une grosse déception pour moi. Des stades vides. En termes de résultats, on n'est pas loin. Il n'y a pas de honte à perdre la demi-finale contre les Américaines, parce qu'elles sont championnes olympiques, c'est une très belle équipe, elles sont des joueuses de WNB. Il n'y a pas de honte à ça, surtout qu'on a le match en main, on perd de 2 fois rien. Bon, là-dessus, il n'y a rien à dire. Derrière, on enchaîne la Chine, qui avait une très belle équipe, très puissante, très costaud. Donc effectivement, je ressors des Jeux... Ça aurait dû être magnifique, ça aurait dû être la fête. Ah ouais, un goal inachevé. Pour notre équipe de France, malgré tout, qui avait donné une image très positive, des gens, des Français non connaisseurs, non basketteurs, qui avaient vu cette équipe de 4 filles qui se défonçaient sur le terrain malgré tout et qui donnait une bonne image, qui donnait une bonne image du basket 3-3, une bonne image de la femme. Du coup, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Une bonne santé déjà pour Bien pouvoir, sûr, parce que sans santé on peut rien faire. C'est le plus important. Donc déjà une santé qui permettrait de continuer encore quelques années à vivre de ma passion. Je pense à l'international, dans un autre pays, pour apporter mon expérience, retrouver les joies et les peines et les difficultés d'une compétition internationale, comme les Coupes du Monde, des Jeux Olympiques, pourquoi pas. Continuer à transmettre, mais dans un cadre différent, avec des gens totalement différents, qui n'ont pas d'a priori de préjugés sur quiconque. Je ne souhaite pas véritablement m'engager avec quiconque, mais je serai toujours là pour aider. Merci énormément d'avoir pris le temps. C'est moi qui vous remercie.